Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Juan Pablo Soulier et je suis vraiment ravi de participer aujourd'hui avec vous au sein des Journées de la diversité de notre chère école Chimie ParisTech. Je fais partie de la promo 2010 et j'ai vraiment passé une des meilleures périodes de ma vie au sein de l'école. À la base, je suis franco-colombien et j'ai suivi des études français depuis la maternelle, puisque mes parents voulaient que je reste proche de la culture française. C'est ainsi qu'après mon bac, j'ai décidé de prendre une année de césure pour améliorer mon anglais en Angleterre. Et en rentrant en Colombie, j'ai très rapidement compris que la méthode française, la méthode cartésienne, me manquait énormément. Et je voulais aller sur Paris pour faire mes études. C'est pour cela que j'ai préféré une visite en 2004 pour rencontrer l'ancien directeur des études, Noël Baffier. Et grâce à lui, j'ai eu un aperçu vraiment global et très complet des différents programmes que Chimie ParisTech offrait. Il y a eu 2 points qui m'ont vraiment convaincu d'essayer de venir à Chimie Paris. Le premier, c'était le fait qu'ils avaient une diversité très importante en termes de programmes, surtout dans le secteur qui me passionnait le plus, qui est l'énergie. En allant de la pétrochimie jusqu'aux énergies renouvelables, passant par le nucléaire, mais aussi le fait de faire des stages. Et cela n'existait pas en Colombie. Et du coup, pendant 2 ans, je me suis préparé pour être admis en première année. Et c'est pour cela que j'ai joint l'école. C'est grâce en fait à des profs tels que Michel Cassir, Armel Ringuedet ou bien Daniel Linco que j'ai pu découvrir vraiment la science et les projets qui avaient derrière le secteur des énergies renouvelables. C'est pour cela que j'ai fait des stages à l'école dans les batteries et dans les piles à combustible, et aussi à New York sur le recyclage des panneaux solaires. Et grâce à cela, j'ai pu donc intégrer Renault en tant qu'ingénieur batterie dans le programme de véhicules électriques. Et suite à 3 ans une expérience vraiment exceptionnelle, j'ai voulu partir à l'étranger et Tesla m'a vraiment convaincu. Ça avait l'air d'être une entreprise très innovante, mais aussi énormément engagée vis-à-vis de l'environnement et vers disons qu'un état d'esprit qui ne se contentait pas de ce que les grandes entreprises de l'automobile étaient en train de faire pour accélérer la transition de la mobilité dans une mobilité électrique. Et je pense très sincèrement qu'après presque 3 ans chez Tesla, un des piliers de ce qui fait de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui, c'est la diversité. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, de plus de 100 pays, avec des parcours très divers et variés. Plein de gens qui se retrouvent à faire des métiers qu'ils n'ont pas forcément étudiés, mais c'est des gens qui sont passionnés et c'est pour cela qu'ils sont ici. Et je pense que Chimie Paris m'a donné les outils et les bases pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc je voulais juste partager avec vous un peu mon expérience et je souhaite que vous passez un très bon moment ces jours-ci en fêtant la diversité au sein de l'école. À très bientôt. Nous allons accueillir une autre personne tout à fait typique de cette diversité, ces nouveaux ingénieurs qui sortent du stéréotype de l'homme ingénieur dans la grosse boîte de chimie. Il s'agit de Ondine Suavé, qui en fait est cofondatrice d'une start-up. Et alors elle va nous expliquer, elle a déjà eu un parcours de toute façon de diversité atypique, et puis vous allez nous parler également de votre entreprise. Bonjour à tous. Bon, déjà, je suis très contente de passer après Juan Pablo, que je connais bien, puisque je suis promotion 2008. Donc, on était ensemble à l'école. Et je vois que Daniel Linco, Michel Cassir ont fait d'autres passionnés, puisque moi aussi, je suis dans les énergies renouvelables.
Alors brièvement mon parcours, donc promotion 2008, déjà pendant l'école, effectivement, moi je remercie l'école pour les stages, parce que pendant mes années à l'école, j'ai pu partir en Australie dans une petite PME au fin fond de Brisbane. Ensuite, je suis partie à Tokyo dans un incroyable laboratoire high-tech pour faire des panneaux solaires nouvelle génération. Et à ma sortie d'école, j'ai eu la chance d'être embauchée en Silicon Valley, moi aussi, pas très loin de Tesla d'ailleurs, qui était déjà une start-up en train de grossir à l'époque, en 2008, chez une entreprise qui s'appelle NanoSolar, et qui fabriquait des panneaux solaires. Alors là, j'ai commencé un parcours très classique d'ingénieur, donc j'étais ingénieur fiabilité, qualité, donc des choses très très traditionnelles. Je suis restée 4 ans dans cette entreprise et j'ai suivi le parcours ingénieur, ensuite chef d'équipe, après manager du groupe. J'ai commencé à grandir petit à petit, donc entre les États-Unis et l'Allemagne. Pourtant, je commençais à me sentir à l'étroit, même si la start-up avait beaucoup évolué. On est passé de 80 personnes à 500 personnes pendant que j'étais là, donc on parle de cette croissance en 4 ans. Vous imaginez les turbulences que ça peut créer au quotidien. Mais en tout cas, pour moi, je me voyais arriver au bout de mon poste et je sentais qu'il n'était plus capable de me redonner la passion que j'avais au tout début de mon poste quand je suis arrivée dans ce monde incroyable de la Silicon Valley. Donc j'ai repris des études, j'ai fait un MBA à l'INSEAD. Là encore, beaucoup de diversité, puisque l'INSEAD, c'est un multiculturalisme imposé. Il refuse d'avoir plus de 10% d'une nationalité dans les promotions. Donc vous imaginez la qualité des échanges et la richesse des échanges que vous pouvez avoir. C'est une école qui est sur 2 campus, qui est entre Paris et Singapour. Donc là aussi, une culture très très différente. Et c'est vrai que quand je suis rentrée à l'INSEAD, je n'avais pas d'idée préconçue sur mon prochain poste. Parce que c'est très difficile de se projeter quand on fait une formation complémentaire comme celle-ci. C'est une formation extrêmement complémentaire d'une formation d'ingénieur. C'est un très très bon duo parce que j'ai enfin découvert ce qu'était un bilan comptable, chose que je ne savais pas en sortant de Chimie Paris, ou faire un budget, ou pourquoi la bourse a des fluctuations. Enfin, toutes ces choses-là, on n'est absolument pas confronté à ça pendant des écoles d'ingénieurs. Donc vous vous retrouvez avec cette double culture, une culture très scientifique, rationnelle et pas du tout business. Et là, vous arrivez dans un monde très business, profit, rentabilité. Donc, je ne savais pas trop quel serait mon prochain métier. Pendant mes études à l'INSEAD, j'ai reçu un coup de fil de mon petit frère qui, lui, juste après ses études d'ingénieur, avait déjà commencé à lancer une entreprise et il m'a soumis une idée absolument passionnante qui était de participer à ce que j'appelle une révolution énergétique, pour reprendre Jérémy Rifkin, qui est le développement des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Et aujourd'hui, on est en train de bouleverser la donne d'un point de vue énergétique, d'un point de vue réseau. Enfin, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Et lui, il avait l'idée, quand il a vu les turbulences du milieu, de permettre à chacun de produire et consommer sa propre électricité. Alors ça fait rêver, vous imaginez, on a l'habitude, on a grandi dans un monde où l'électricité vient d'une grosse centrale très très loin, il y a plein de câbles, et puis là on se dit, avec les panneaux solaires, aujourd'hui, on arrive localement à faire sa propre source d'énergie, une source d'énergie qui ne pollue pas. C'est absolument incroyable. La problématique, c'est qu'il y a de l'intermittence. Ça entraîne tout un tas de questionnements sur la gestion de l'énergie. Et donc, mon frère m'a soumis l'idée de lancer cette boîte ensemble. Ce qu'on a fait, soutenu par la BPI, donc on a trouvé des financements auprès de la BPI. On a lancé l'entreprise en mars 2014. Là encore avec un ancien de Chimie Paris, Bastien Lecomte, que je citerai parce qu'aujourd'hui c'est un élément incontournable de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, depuis mars 2014, on a fait un petit bout de chemin, puisqu'aujourd'hui, sur les 2 sociétés, on emploie 27 personnes. Dans mon entreprise à moi, parce qu'on en gère 2, j'ai 10 personnes. On va faire 2 millions de chiffres d'affaires cette année, 4 l'année prochaine. Donc je vous laisse imaginer, c'est un peu sport de gérer une croissance. On parle toujours des problèmes de décroissance, mais gérer une croissance, c'est pas facile non plus. On a levé de l'argent en juin, donc aujourd'hui, on est sur une phase... ça booste, pour reprendre des mots anglais. Alors, quand on m'a soumis le thème, les enjeux de la diversité, j'ai un peu regardé mon parcours. Je me suis demandé pourquoi on m'appelait moi déjà. Et je me suis rendu compte qu'au cours de mon parcours, j'avais été constamment confrontée à de la diversité. Une diversité sociale, une diversité culturelle, une diversité métier,
Si on regarde la diversité sociale, on s'en rend peut-être moins compte dans les très grands groupes, mais quand j'ai commencé dans ma start-up aux États-Unis, qui était une start-up de production, donc il y avait de la fabrication, vous passiez d'une minute à l'autre un dialogue avec l'ouvrier issu de l'immigration latino aux États-Unis, parce que c'est eux les ouvriers, il ne faut pas se le cacher. Et une minute après, vous étiez en train de discuter stratégie avec le cofondateur milliardaire suite au boom Internet des années 2000. Donc cette mixité sociale, en plus dans un pays où les hiérarchies sont extrêmement plates, vous y êtes confrontés tous les jours, il faut apprendre à dialoguer avec. L'autre chose, c'est une mixité culturelle. Je rejoins complètement Juan Pablo. Dans la Silicon Valley, les entreprises sont à l'image de l'environnement. Donc vous avez des gens du monde entier, avec des cultures du monde entier. Sur 60 ingénieurs, je crois qu'on était 25 nationalités dans ma start-up. Avec la culture des Russes, la culture des Ukrainiens, des Allemands, très peu d'Américains, curieusement, beaucoup d'Européens. Donc là encore, comment créer un dialogue, comment créer les échanges. En plus, on apprend les sciences différemment d'un pays à l'autre, donc on n'a pas les mêmes cultures du résultat, de la présentation. Aux États-Unis, il faut savoir faire des slides et des beaux slides. C'est beaucoup moins la culture en Russie. En Russie, on monte les faits, et puis même si c'est un graphe en noir avec des couleurs affreuses, c'est pas grave. Tant que les faits sont là, on aura en face quelqu'un qui saura les interpréter. Donc toutes ces petites choses-là. Et après, une diversité métier, alors ça, je l'ai moins rencontré dans ma première partie de carrière. Aujourd'hui, dans mon métier quotidien, je vais passer de la comptabilité le matin à m'assurer qu'on est bien payé et que les clients ont réglé les factures. Ensuite au marketing, parce qu'on lance notre nouveau produit, il faut une super vidéo avec du 3D, etc. Derrière, on va voir la R&D pour nous assurer que les développements produits continuent. Et puis en dernier, je finis avec toutes les problématiques commerciales. Et ça, j'ai parlé d'une heure de mon métier d'aujourd'hui. Donc c'est vrai, on est peu préparé il faut une énorme souplesse. C'est très fatigant, on rentre le soir, on est fatigué, mais ça ouvre énormément l'esprit. Alors, après, j'ai regardé quels sont les enjeux. J'ai regardé mon parcours, j'ai jamais trouvé que la diversité était un enjeu, mais plutôt un fait. Puis ensuite, j'ai réfléchi une deuxième fois et j'ai regardé mon équipe actuelle. Alors, je suis très fière, on est à parité. Donc j'ai des ingénieurs femmes, j'ai des ingénieurs hommes, nous sommes à parité dans notre entreprise. C'est pas une volonté, c'est un fait, c'est comme ça. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que la majorité de mes employés ne font pas le métier pour lequel ils ont étudié. La majorité. Pourquoi ? Parce que les métiers qu'on fait dans mon entreprise, il n'y a pas d'études pour ça. Exactement, il n'existait pas. Donc j'ai Barbara, elle me fait toute la gestion de mes stocks, etc. Elle a un master international, enfin un truc qui ne crée pas de on n'est pas formé pour un métier quand on fait ses études. J'ai Jérémy qui est un master en informatique, qui est un super commercial. J'ai Ainoa, d'ailleurs, qui est la fille de Daniel Linco. J'ai embauché la fille de mon professeur, je suis assez fière. Ainoa, elle est docteure en géologie, elle a travaillé dans les mines. Ça ne l'a pas passionnée du tout. Aujourd'hui, elle fait de l'informatique, elle me gère toute mon équipe de sous-traitants informatiques. Enfin, c'est une fille super. Et puis j'ai Bastien, alors lui, il est ingénieur nucléaire, et puis il travaille dans les énergies renouvelables, et il fait des centrales de panneaux solaires. Donc c'est un peu contradictoire. Par contre, il y a un gros point faible dans notre diversité. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on avait peu de diversité générationnelle. Je dois l'avouer, on est tous à peu près de la même tranche d'âge. C'est complètement inconscient, mais ce que j'ai réalisé, c'est quand on cherche à embaucher dans ma start-up aujourd'hui, on est dans des moments difficiles d'entreprise, on demande plus que... Enfin, ils font tous au-delà de leurs heures, on demande des gens passionnés, on demande des gens qui ne comptent pas leurs efforts pour l'entreprise. Et inconsciemment, j'ai cherché à créer ce que j'avais dans ma start-up américaine, c'est que mes collègues étaient devenus plus que des simples collègues. C'était pas anodin d'aller boire un verre ensemble le soir, c'était pas anodin de prévoir un week-end ensemble, c'était devenu presque des amis. Et inconsciemment, j'ai voulu recréer ça au sein de ma start-up.
Et je me rends compte, ben là, je vais embaucher mon premier chercheur expérimenté qui va attaquer le 8 novembre. Il vient de l'IFP, il est plus âgé, il n'a pas du tout la même culture que tous ces petits jeunes qui ont des parcours très divers. Lui, il a fait son doctorat, il a été embauché chez Renault Innovation, ensuite l'IFP, enfin, parcours extrêmement classique de chercheurs. Et tout le challenge, ça va être de l'intégrer dans cette équipe un peu de briquet de broc, de gens très très divers. Et je connais le challenge parce que ma start-up, donc NanoSolar aux États-Unis, a fermé. Elle a déposé le bilan, pas parce qu'il manquait d'argent. C'est une start-up qui a levé 500 millions d'euros, presque 1 milliard avec les subventions de l'État. Donc on parle d'une start-up qui était très très bien cotée. Elle a échoué, et j'en suis quasiment certaine, parce qu'il y a eu un changement le fondateur a été remercié par le directoire, et on a mis un nouveau CEO qui n'a pas compris la culture de l'entreprise. En 6 mois, 60% des ingénieurs étaient partis. Donc la difficulté d'une entreprise quand elle grossit, bien sûr, c'est la diversité, mais derrière la diversité, ce qui se cache, c'est de créer cette culture d'entreprise, que tout le monde adhère à cette culture d'entreprise et que tout le monde partage cette vision et la passion. Et c'est comme ça que vous allez maintenir vos employés et que vous allez les garder motivés. Et c'est comme ça, je pense que on a Bastien qui travaille avec nous avec mon frère depuis maintenant 6-7 ans. Et il continue à être le premier dans les bureaux le matin et les derniers le soir parce qu'on construit ensemble cette culture. Et je sais que c'est un énorme défi et qu'on ne peut le relever qu'avec l'ensemble de l'équipe, peu importe leur âge, peu importe leur passé. Le but, c'est de se créer cette culture commune, peu importe d'où on vient. Et ça, c'est le vrai enjeu de la diversité. Merci beaucoup.